Merci d'abord de m'accueillir dans votre commission pour y présenter cette proposition de loi visant à instaurer une rémunération maximale dans les entreprises, ou pour le dire autrement, un salaire maximum pour les grands patrons. Elle répond évidemment à un véritable besoin d'encadrement au regard des excès dont nous sommes tous témoins ces dernières années, s'agissant des rémunérations astronomiques et indécentes versées aux dirigeants des plus grandes entreprises. C'est choquant, c'est excessif. C'est par ces mots que le président de la République, Emmanuel Macron lui-même, qualifiait en 2022 la rémunération de Carlos Tavares, directeur général du groupe automobile Stellantis. Cette année encore, le même Carlos Tavares défrayait la chronique et il répondait « Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi », provoquant en quelque sorte le Parlement en défi, alors qu'il avait augmenté sa rémunération de 56% pour la porter à 36,5 millions d'euros. Un montant qui représente 1 700 fois le SMIC, 100 000 € par jour. Qui peut prétendre valoir 1 700 fois plus qu'une autre personne? Quel être humain a-t-il des besoins 1 700 fois supérieurs à un autre? Évidemment, aucun. Faites une loi, nous disait-il, nous y sommes, le Parlement est mis au défi, je vous propose de relever le gant. Je commencerai d'abord par quelques chiffres qui vont nous mettre d'accord. En 2023, la rémunération totale moyenne annuelle des présidents exécutifs des entreprises du CAC 40 s'établissait à 7,1 millions d'euros par an, en hausse de 37% par rapport à la situation d'avant-crise en 2019. Carlos Tavares lui-même n'est pas le seul concerné. Cette année, la rémunération de Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, s'élève à 46,8 millions d'euros. Il en va de même, par exemple, pour Daniel Julien, président de Téléperformance, avec 10,8 millions d'euros, alors qu'il prévoit un vaste plan de départ dans son entreprise. On pourrait citer également Florent Menegaux, directeur général de Michelin, qui licencie 1 254 salariés et qui perçoit 3,8 millions d'euros de rémunération. L'envolée de ces rémunérations d'année en année est d'autant plus choquante qu'elle est déconnectée de la dynamique salariale des plus bas salaires. Je rappelle ici qu'un salarié du privé sur deux gagne moins de 2 183 € par mois net. Avec l'inflation, le salaire net moyen réel a baissé de plus de 3% en 2 ans. Mais dans le même temps, d'après les estimations du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, les rémunérations des présidents exécutifs des groupes du CAC 40 ont, elles, augmenté de 6% en 2023. Entre 2011 et 2021, la hausse cumulée s'élève à plus 90%, un quasi-doublement en 10 ans. Les écarts de rémunération dans les plus grandes entreprises s'envolent en conséquence. L'association Oxfam a calculé qu'entre le salaire moyen des dirigeants des 100 plus grandes entreprises cotées en bourse et le salaire médian de leurs salariés, l'écart est passé de 64 à près de 100, et même de 93 à 163 pour les seules entreprises du CAC 40. Le milliardaire américain Warren Buffett avait donc raison quand il déclarait « Il y a une lutte des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. » Voilà pourquoi nous proposons cette proposition de loi. Ces inégalités salariales, par leur ampleur, sont assez récentes historiquement. Elles sont néfastes. Elles doivent nous alerter et elles interrogent les fondements de notre modèle social. Elles sont injustifiées et injustifiables à plusieurs égards. D'abord, du point de vue de la justice sociale et écologique, les polémiques régulières autour de ces rémunérations témoignent du fait qu'elles ne sont pas justifiées aux yeux des salariés et des citoyens. Elles contribuent à nourrir un sentiment de défiance et à fragiliser la cohésion sociale, tant à l'échelle des entreprises concernées que de la société dans son ensemble. Je reprends ici les mots d'une sociologue que nous avons auditionnée, Élise Penal-Weicher, selon qui les salaires revêtent d'abord une dimension matérielle, mais ils sont aussi des symboles qui peuvent tout autant rassembler autour de valeurs reconnues et partagées qu'accroître les frustrations et les tensions sociales. Au sein même des plus grandes entreprises, la défiance, le sentiment de déconnexion ressenti par les salariés à l'égard de telles rémunérations est de nature à saper leur motivation et le sentiment d'appartenance commune à l'entreprise comme un travailleur collectif. Il s'agit également, selon nous, de replacer les dirigeants de ces entreprises au cœur de leurs entreprises, avec leurs salariés, et non pas dans un entre-soi de dirigeants hors sol qui auraient fait sécession de la société, de leur entreprise, mais de la société aussi, avec un grand S. Ces hautes rémunérations ne sont pas non plus efficaces et légitimes d'un point de vue économique. Et j'invite à ce titre à déconstruire
les nombreuses idées reçues qui peuvent exister sur les rapports entre des rémunérations astronomiques et la performance, le talent ou les compétences individuelles. D'abord, notons que le plafonnement de la rémunération des dirigeants du secteur public par décret depuis 2012 à hauteur de 450 000 € par an a démontré que le salaire n'était pas l'unique étalon pour attirer et recruter des dirigeants et dirigeantes d'entreprises. Ce plafond s'applique aujourd'hui à des établissements publics et des entreprises de grande taille et internationalisées, tels qu'Aéroports de Paris, Électricité de France, France Télévisions, la SNCF, la Banque publique d'investissement. On peut, par exemple, être en désaccord avec la stratégie menée par EDF, comme c'est mon cas, concernant, par exemple, la centrale de Cordemais, dans mon département, mais j'imagine que personne ici ne considérera que M. Luc Rémont est un patron incompétent, ni même Jean Castex à la tête de la RATP. La compétence et le niveau de rémunération doivent donc être séparés dans le raisonnement. On peut aussi citer que dans l'économie sociale et solidaire, certaines structures fixent un plafond de rémunération à 10 fois le SMIC ou le minima de branche. Dans la fonction publique aussi, l'écart est fixe entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle des hauts fonctionnaires. Deuxièmement, j'attire votre attention sur le fait que la structure actuelle des rémunérations repose aujourd'hui, pour ce qui est du CAC 40, à plus de 80% sur des parts variables, des primes, l'attribution d'actions gratuites ou de stock options. Ce mode de rémunération incite les dirigeants à se focaliser sur les résultats financiers à court terme au détriment de l'intérêt de long terme de l'entreprise, de l'emploi, de l'investissement productif ou de la bifurcation écologique de l'outil de production. Preuve que la rémunération du dirigeant a peu à voir avec l'intérêt général, Oxfam relevait au printemps dernier, alors que les salaires des PDG s'envolaient, que le CAC 40 reste très loin de ce qui est nécessaire en termes d'investissement dans la bifurcation écologique. L'industrie française, notamment, est malade de cette financiarisation et il est temps que la direction de ces entreprises ne soit plus alignée sur les seuls intérêts des actionnaires. La situation de l'industrie automobile, je crois, suffit à mesurer l'écart entre la rémunération, par exemple du PDG de Stellantis, et la réalité productive et sociale d'une filière où les plans sociaux se multiplient. Enfin, les auditions que j'ai pu mener auprès de chercheurs de cabinets de conseil aux actionnaires, mais aussi d'associations ou de l'autorité des marchés financiers, ont toutes permis de mettre en évidence les effets délétères des modes de gouvernance et du fonctionnement des conseils d'administration. Nous parlons d'un système caractérisé par un très fort entre-soi et des mécanismes de réseau avec des effets d'entraînement et de comparaison. Ce sont bien souvent les augmentations des uns qui justifient celles des autres, sans aucune autre forme de justification économique. Alors ces constats appellent à une intervention forte des pouvoirs publics, qui, bien qu'annoncée à de nombreuses reprises, n'a jamais réellement été mise en place, ni permis d'infléchir la course aux plus hautes rémunérations, sauf dans le secteur public, je l'ai dit. Dans le secteur privé, le pari qui a été fait de l'autorégulation est un échec manifeste. Le code de bonne pratique AFEP-MEDEF, régulièrement révisé pourtant en réaction aux diverses polémiques, n'a aucune portée contraignante. Les entreprises cotées qui s'y réfèrent le font volontairement et elles ont alors l'unique obligation légale de justifier les raisons pour lesquelles elles n'appliquent pas les bonnes pratiques, selon le principe « appliquer ou expliquer ». À noter également que ce code a une particularité, en France, c'est d'être élaboré de manière unilatérale par le patronat, sans intervention des pouvoirs publics ni concertation avec d'autres parties prenantes, même les représentants des actionnaires. Il est à la fois illégitime et peu exigeant. Dans ce contexte, où prédomine ce fonctionnement sur les bonnes pratiques, la loi française est aujourd'hui très insuffisante pour limiter l'accroissement des écarts de rémunération dans les grandes entreprises. Elle prévoit essentiellement des dispositions qui visent à garantir la publicité et la transparence des rémunérations des dirigeants, dont l'application a paradoxalement pu contribuer à des effets de surenchère entre les grandes entreprises, ce qui prouve une fois encore que des mesures d'encadrement strictes s'avèrent nécessaires. Quant au double vote contraignant des actionnaires sur la rémunération des dirigeants, introduit par la loi Sapin II en 2016, sa portée reste largement symbolique. Dans la pratique, les résolutions concernant la rémunération des dirigeants sont en effet très rarement rejetées pour les raisons d'entre-soi que j'ai évoquées plus tôt et qui ressortent des auditions menées. La proposition de loi que je vous soumets à nos débats vise à enrayer la course à des rémunérations hors normes, qui sont tout à la fois injustes et injustifiées, et qui contribuent à fragiliser la cohésion sociale. Elle instaure un écart de salaire maximum et incite d'autre part à réduire ces écarts par une incitation fiscale et à revaloriser les plus bas salaires en proportion des plus hautes rémunérations. L'article 1er plafonne la rémunération maximale appliquée dans une entreprise à 20 fois le montant du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Cet article fixe précisément un écart de 1 à 20 entre la plus haute rémunération et le salarié le moins payé.
Et il est cohérent, cet écart, avec ce qui se pratique dans le secteur public depuis 2012. Il faut souligner que la très grande majorité des entreprises respectent déjà un tel écart de rémunération et que seules les moins vertueuses seraient donc concernées par notre loi. Avec une rémunération la plus basse au niveau du SMIC, un PDG pourrait tout de même être payé 340 000 € net à l'année, 28 500 € par mois. On est loin de la misère. J'ajoute que, d'après l'INSEE, la rémunération moyenne des dirigeants d'entreprise s'élève à 5 000 € net par mois, 4 fois le SMIC, très loin des montants stratosphériques qui justifient cette proposition de loi. À noter enfin que la proposition procède d'un cercle vertueux avec l'augmentation des plus bas salaires, puisque notre proposition ne fixe pas un plafond fixe, mais un écart dynamique. Et si les dirigeants les mieux payés veulent continuer à être autant payés, ils pourront le faire, mais à condition d'augmenter à due proportion les salaires les plus bas. L'article 2, lui, de la proposition, instaure un mécanisme fiscal incitatif à la réduction des écarts de rémunération dans les entreprises, là de 1 à 12, puisqu'il s'agit d'une incitation et non d'un plafonnement entre le salaire le plus faible et la rémunération la plus élevée. Plus précisément, il exclut des dépenses de personnel déductibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés la fraction de rémunération excédant le plafond égal à 12 fois le montant annuel du salaire le plus faible. Il permettrait également de dégager des recettes fiscales supplémentaires dans une période où, je crois, le gouvernement en cherche. De notre point de vue, s'il s'entend dans le cadre constitutionnel contraint que nous connaissons, l'écart de 1 à 20 que nous proposons reste bien au-delà de ce qui est moralement et économiquement acceptable. L'appel de l'article 2 est d'aller vers un écart de 1 à 12, et je rappelle donc que dans certains secteurs, c'est même moins que ça. Cette loi vise donc à inciter les entreprises concernées par des écarts de rémunération à réviser leur politique économique, mais aussi leur politique salariale, dans le sens de la justice sociale et de l'efficacité économique. Je vous remercie. Et j'en profite pour remercier Madame Nguyenka qui m'a aidé dans ce rapport.